Alors, ce soir, je vais vous présenter le chemin, comme il a dit, Piémont-Pyrénéen. Euh, je vais vous demander d'être bien gentil avec moi parce que je l'ai comme préparé en à peine 3 jours. Fait que j'ai pas fait des recherches exhaustives, puis tout ça, puis savoir toutes les dates, savoir tous les lieux. Euh, c'est un chemin, je vais vous le partager parce qu'il y a des choses nouvelles. Nous, on l'a fait cet été au mois d'août. Fait que c'est la reprise après COVID. Il y a eu des changements dus à la COVID, puis les 2 ans qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses. Les guides ont changé aussi, ce qui fait qu'il y a des changements. Ça fait que c'était un peu vous partager. C'est un super beau chemin. J'avais le goût de vous le partager aussi pour vous y intéresser. Puis peut-être que ça pourrait être un de votre prochaine destination. Euh, alors, tout d'abord, ça c'est une vieille carte. C'est juste pour vous introduire un petit peu ce qu'on a fait. Nous autres, mon mari et moi, en 2015, on voulait faire le chemin du Puy-en-Velay. Alors, la carte, elle montre qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de chemins. Nous autres, l'aéroport à peu près, c'est Lyon. Alors, on était partis sur le chemin de Lyon. Dans le fond, le chemin de Lyon, là, juste pour ceux qui... Il part de la Bulgarie, traverse l'Autriche, la Suisse. Ici, il traverse le Jura, ensuite l'Ain, qui est la région de l'Ain. Donc, ça s'appelle le chemin de l'Ain. Et puis, nous, on faisait le chemin par 4 à 5 semaines par année pendant nos vacances. On reprend où on s'arrête. Ce qui fait qu'on s'est rendu finalement jusqu'à Saint-Jacques, je veux dire, et jusqu'à Finistère. Il y a une année, on s'est arrêté ici à Sahagún. Et là, première erreur sur la carte, le chemin de Madrid va pas à Léon, mais va à Sahagún. Fait que là, l'aéroport le plus près, c'est Madrid. On a fait ce chemin-là aussi. 2019, on a fait un peu le chemin du Mont-Saint-Michel. Et cette année, je voulais vraiment être en Occitanie pour plusieurs raisons. Fait qu'on a fait le chemin ici. Et c'est ce chemin-là, mais encore deuxième erreur sur cette carte-là, il ne passe pas à Foix. Il passe un petit peu plus au nord. Narbonne est plus ici que ici. En rouge, c'est le chemin d'Arles et le chemin du Piémont. Voici. Alors là, c'est un peu compliqué, cette affaire-là de chemin. Parce que théoriquement, et selon les anciens guides, il part à Carcassonne. Vous le voyez, c'est la voie du Piémont. Il passe à Pamiers, ici. Alors, on est au sud du chemin d'Arles. Il continue à Lourdes, qui est connu. Oloron-Sainte-Marie, il croise le chemin d'Arles. Et puis, il s'en va à Saint-Jean-Pied-de-Port. Les anciens guides 2015 que moi j'avais, qu'il ne faut pas acheter. Alors, 2015, parce que c'est un chemin pas beaucoup fréquenté, donc les guides ne sont pas à chaque année remis à jour. Et quand je l'ai préparé à l'hiver, c'était le guide le plus à jour en 2015. Alors, lui, il va nous donner, bon, ça donne une distance de 500 km. Alors, il y a des variantes. Lui, il voulait faire de l'océan Méditerranéen à l'Atlantique. Donc, il continue ici jusqu'à Hendaye, 80 km plus loin, que là, on peut prendre Irún puis aller faire le Camino del Norte, ceux qui veulent continuer. Et ça, c'est une variante. Il y a d'autres variantes. Les gens de l'endroit, moi, m'ont fortement suggéré, parce que nous, on ne l'a pas fait au complet cette année, on n'avait pas le temps, on avait juste 3 semaines, qu'on s'est arrêté à Saint-Bertrand ici. Les gens de l'endroit nous disaient, non, couple ici, passe par le col de Somport, aller ici en Espagne, il paraît que c'est magnifique. Fait que ça, c'est une autre option. On peut ici changer notre route puis aller par là. L'autre option, maintenant, les nouveaux guides, avant, il y avait le chemin qui part par là et qui s'en va dans l'autre sens pour descendre ici, s'en aller à Rome. Alors, cette partie-là s'appelait, à partir de Carcassonne, s'appelait le chemin des Romieux pour s'en aller. Mais comme le chemin de Saint-Jacques, je pense qu'il est plus intéressant et plus populaire que le chemin de Rome, fait que les associations se l'ont approprié, ils veulent vraiment le développer, et que les nouveaux guides font partir de Montpellier à Carcassonne, c'est un 200 km environ. Alors, dans les nouveaux guides, on a vraiment là tout le chemin détaillé avec les gîtes, puis aussi le balisage.
avant, on disait qu'on pouvait partir de Narbonne. De Narbonne, dans l'ancien guide, on appelait le chemin de la route des abbayes de l'Aude, qui était quand même très intéressant, qui partait de Narbonne, puis qu'on faisait le tour ici. Les abbayes, c'était Fontfroide, La Grâce, il y a une abbaye. Ensuite, Rionette, Saint-Hilaire, et on arrivait ici à Mirepoix. C'est ce qu'on a décidé de faire. On s'en reparlera après. Et, ne plus faire. Et l'autre option de Narbonne, on pouvait le faire ici aussi jusqu'à La Grâce et remonter à Carcassonne. L'autre option, on peut monter ici en suivant un canal et rejoindre le chemin des Romieux, qui est maintenant le chemin des Piémonts, pour aller. Ce qui fait que si vous voulez partir de Narbonne, je crois que c'est le meilleur chemin. Maintenant, pour se rendre là, aéroport Toulouse, c'est le plus facile, je crois, parce qu'on a le train qui descend ici jusqu'à Carcassonne, qui passe à Béziers, Montpellier. Alors, c'est facile de dire où je veux partir, de prendre le train. 1h30, 2 heures ou un peu plus, selon si vous prenez le TGV ou un train qui fait plusieurs arrêts. Fait que c'est très facile de Toulouse se rendre. Même chose pour revenir. Saint-Bertrand-de-Comminges, le train passe à 10, parce qu'après Toulouse, il redescend ici, il passe à 10 km. Il passe tout près de Lourdes, il passe, je pense, pas loin d'Oleron, et il s'en va à Bayonne. Alors, c'est facile de rejoindre le train de partout sur le chemin de Piémont, fait qu'on peut s'arrêter n'importe quand, puis on a des frais. Pamiers, la même chose, il y a le train ou l'autobus qui descend à Pamiers qui va jusqu'à Foix. Donc, si on est à Pamiers, on peut retourner à Toulouse si on dit on veut juste faire un petit bout Montpellier à Pamiers. Donc, c'est un chemin qu'on peut arrêter facilement et faire la durée qu'on veut. C'est ça. L'autre chose, le reste de la présentation, je ne vais pas vous présenter par rapport ville par ville qu'on va passer. Je suis allée par terme. Je trouvais que c'était plus simple pour moi pour l'organiser puis vous le présenter. Alors, c'est ça. Là, je vous ai présenté un peu les variantes qu'il y a, le chemin et tout ça. Juste en passant, vu qu'on le voit sur la carte, ici, il y a un petit chemin qui n'est pas un chemin de Saint-Jacques, c'est ce qu'on appelle les sentiers Cathares. Juste vous dire, la ligne blanche ici, c'est la frontière actuelle entre la France et l'Espagne. Autrefois, la frontière, elle était ici, dans les années 1100-1200, ce qui fait qu'il y avait les châteaux qui étaient les seigneurs de la région, parce qu'on avait les Sarrasins qui étaient en Espagne, qui envahissaient régulièrement la France. Fait qu'il y avait les seigneurs de la région, c'était fait des châteaux pour défendre la frontière. C'est l'ancienne frontière, elle était ici entre l'Espagne et la France. Les châteaux cathares, c'était pas... C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, parce que dans le temps, c'était des châteaux, des seigneurs de la région, mais c'est juste qu'à un moment donné, certains châteaux quand les cathares ont été persécutés, ben, ils se sont réfugiés là. Et le château de Mirepoix, pas Mirepoix, le plus populaire. Et c'est ça, moi, mes blancs de mémoire. Montségur, il est ici environ, qui a été le dernier assiégé par les croisades contre les cathares. Alors, celle-là, je vous la remets pour vous montrer un peu la topographie. Ici, c'est les Pyrénées. Alors, le chemin, il part. On voit Carcassonne, il descend à Pamiers. Et après ça, on descend ici. On est au pied tout le temps des Pyrénées. Alors, c'est pour ça que c'est un paysage intéressant. On vient à Lourdes, on est encore carrément au pied des Pyrénées et on continue comme ça. Puis ici, ça a l'air, ici c'est un peu plat, mais après ça, à partir de Pamiers, c'est quand même montagneux, tu sais, pas énorme, là, peut-être un peu plus du style Saint-Bruno, Saint-Hilaire. Fait qu'il y a énormément de beaux paysages, surtout plus on descend à cette région-là, c'est beau, ici aussi. Fait que c'est parce qu'on est au pied des montagnes.
des Pyrénées. Les guides. Alors, comme je vous disais, 2015 quand j'ai préparé. Là, quand je l'ai fait, maintenant que je le préparais, il a sorti cette année 2 guides. Chanceuse, je ne les avais pas. Et le nouveau guide, vous voyez, ça c'est plus par le guide Lepage, je pense. Et il part à Montpellier, Carcassonne, jusqu'à Saint-Jean. Il met ça 29 jours. Je vous compte, à moins d'être en super forme, de le faire quand il ne fait pas chaud, parce que c'est beaucoup d'étapes de 30 km, 31 et plus. Moi, je regardais dans ces premières étapes-là, parce que j'ai trouvé sur Internet là, un peu toutes ces étapes, et nous autres, souvent, on les cassait en deux parce qu'on a attrapé des temps. On l'a fait au mois d'août cette année, il faisait des 38 degrés et plus, ce qui fait que 34 le matin. Ce qui fait qu'on ne voulait pas se faire des 30 km en montagne. On avait notre sac à dos et on s'était emmené aussi une tente. Fait qu'il y avait du poids, on avait de l'eau. Ce qui fait qu'on faisait... Moi, je trouve que j'aurais pas été capable de faire les étapes de 31 km qu'ils suggèrent. Fait que c'est facile de les briser. Il y a des gîtes entre ça et tout ça. Fait que moi, je vous conseillerais, prévoyez plus de temps que les étapes qu'ils disent, eux. Ça, c'est le guide des GR, qui eux autres aussi ont fait un guide en 2022. Donc, on a un guide à jour. Lui, il fait passer comme avant, par Carcassonne, qui me fait partir. Regardez ce petit symbole en bas. Très important, c'est le nouveau symbole des GR. Avant, quand on fait le balisage pour les étapes, c'est la ligne rouge, la ligne blanche. Les chemins de grande randonnée, ils les ont rebalisés et ils mettent ça aussi en dessous. Alors, quand on voit ça, là, on sait que c'est récent. Que ça, c'est un bon guide pour savoir est-ce que je suis sur l'ancien balisage ou le nouveau. Parce que moi, avec mon ancien guide, on s'est ramassé ces anciens balisages. Puis, on s'est perdu. Puis, alors, tandis que si on voit ça, ben là, on sait qu'on est vraiment le nouveau. Ça aide. Ouais. OK, sujet suivant, les hébergements. Juste vous donner une idée des hébergements, il y a vraiment une grande variété d'hébergements. Et je vous ai mis des exemples pour vous dire les variétés qu'il peut y avoir. Et ceux que c'est facile. Carcassonne, Notre-Dame de l'Abbaye, juste la cité médiévale, tout ça, et juste à côté, il y a 10 places. Si vous voulez faire un pèlerinage un peu plus religieux, tout ça, ça peut être un très bel endroit pour commencer si vous commencez à Carcassonne. On peut prendre la demi-pension. Nous autres, on y était allés en 2018 à peu près. Je pense qu'il y avait une messe. Ce qui fait que c'est ça. Sinon, nous autres, cette année, quand on est passé à travers Carcassonne, moi, j'avais le goût d'être dans la ville de Carcassonne, le ville. Fait qu'on a pris l'auberge jeunesse. Ça, c'est 2 endroits. L'auberge jeunesse, en plein mois d'août, pendant les vacances français, il y avait tout un groupe de jeunes qui faisaient du vélo et il restait de la place. Là, avec les 10 places, il y a de la place, fait que pas besoin de réserver. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Ça a de l'allure. Ouais. Bon, là, j'ai mis ça de même parce que c'est Daniel. Ce soir-là, quand j'ai envoyé la photo à nos garçons, on dit « Oh boy! » Je pense que Daniel, il attendait pour souper. moi, je faisais plein de choses, donc je voulais prendre une photo, fait qu'il était comme rendu « Et ça en vient-tu? » J'ai dit « Tiens, je vais y cacher la figure parce que ça va démoraliser le monde. » Fait que Arzren, que j'ai de la difficulté à prononcer, moi, ça, j'ai trouvé ça génial. Les gens, c'est un tout petit village et vraiment gentil. 6 personnes à leur retraite qui ont fait le chemin, ils ont pris probablement un local de la municipalité. Au 2e étage, c'était un appartement. Ils en ont fait un gîte, un donativo.
2 chambres avec, il y a 4 places plus lui, ça peut. L'autre chambre, il y a 6 places. La cuisine, tout équipé de nourriture. Et une petite épicerie. Écoutez, regardez le beau souper qu'on s'est fait en allant à l'épicerie. Plus, il y avait plein de nourriture s'il nous manque de quoi. Et comme ils sont 6, il y a 6 numéros de téléphone, il y en a toujours un qui va répondre. Nous autres, on arrive dans le village, on ne savait même pas, parce que dans mon guide, il n'était même pas dessus. Fait qu'on ne savait même pas qu'il y avait un gîte là. Il y a une femme qui s'arrête. « Hey, vous êtes pèlerin, vous vous emmenez au gîte? »« Ah oui, un gîte, hey, fiou, on est brûlé, il fait chaud pour le prochain. »« Oui, 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 si vous n'en rejoignez pas personne, je reste là, venez cogner, moi te les rejoindre. » Puis, ça fait que c'est ça, c'est intéressant. Fait qu'on n'est pas dans la rue. L'autre, en haut, j'ai pas de photo. À Pamiers, il y a le foyer Albert Casse. C'est par l'évêque de la ville, mais c'est comme un local qui est à côté de l'église. Je crois que les scouts l'utilisent aussi. Il y a seulement 4 places. Hey, merci Michel, parce qu'en le relisant aujourd'hui, j'avais vu que j'avais oublié mon S. J'ai fait ça vite. Je m'excuse s'il y a des fautes d'orthographe, j'ai rédigé vite. Mais tu l'as corrigé. Puis, il y a aussi 2 autres gîtes, ce qui fait qu'on peut appeler. C'est encore celui-là, c'est un donativo aussi. Un autre exemple, Masse d'asile, vraiment spécial parce que c'est au-dessus de la chapelle de l'Église réformée. Lui aussi, c'est un donativo. Ici, il y a une porte, nous, on était là. C'est le premier soir qu'on a rencontré des pèlerins. Il y avait un couple de jeunes qui faisait juste 3 jours, plus il y avait un autre couple qui sont arrivés, qui commençaient, qu'on n'a jamais revus. Eux autres aussi cuisinent à pas de l'air grande, là, mais ici, il y avait toute la nourriture. Il y avait, on aurait pu aussi, là, si tu arrives une journée que c'est férié puis que l'épicerie est fermée, il y a de la nourriture pour se débrouiller à faire notre souper et tout. Les gens. Moi, pourquoi je l'ai mis? Parce que l'Église réformée ne font pas de pèlerinage. Ne prient pas, ne croient pas en des saints pour eux autres. Ça ne fait pas partie de leur religion. Et ils ont quand même embarqué à ouvrir un gîte pour les pèlerins de Saint-Jacques, pour leur faciliter la vie, puis tout ça. Fait que je trouve que c'est une belle partage entre les gens, tu sais, parce que c'est pas leur religion, puis ils l'acceptent pour le faire, même si on ne fait pas un pèlerinage pour la religion qu'on le fait pour la randonnée, mais d'avoir eux autres. Puis là, c'est un jeune celui qui avait fait ça a pris sa retraite, le pasteur, puis c'est un jeune qui arrivait. Fait que lui était comme, ah là, je vais m'intéresser, je vais essayer de découvrir parce que je connais pas ça, puis je vais m'impliquer. Puis la dame qui est bénévole, il y avait une fête le lendemain, elle nous a emmené des beignets qu'elle avait cuisinés pour la fête, puis pour partager avec nous autres. Fait que ça, c'est une autre petite chose que tu dis, tu sais, tu fais le chemin, ça fait partie du chemin, mais ça fait, t'additionnes plein de choses comme ça, c'est spécial, c'est riche, c'est humain. Là, il était reposé. Je suis pas en train de le faire attendre. 2 autres places. Celui-là, c'est Porte d'Aspect, chez Joe. 5 places, c'est en haut à l'étage. C'est un bar-restaurant. Ce col-là, c'est un col qu'on passe, c'est un petit village, il n'y a rien d'autre. Fait que c'est bien de prendre la demi-pension, manger là. Les gens sont bien accueillants, puis tout ça. Là, M. Joe, c'était un monsieur qui faisait de la musique, c'était un monsieur qui aimait là, faire des fêtes le soir, puis tout ça. Là, il est décédé, mais ça a été repris par quelqu'un qui est aussi très accueillant. Il y a toutes sortes de monde qui nous accueille sur le chemin. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés chez M. Patrick et Evelyne Frangeux. Je ne sais pas s'il y en a. Non. Alors, c'est eux. Ça, j'ai pris sur Internet, fait que c'est pas nous. Si vous ne l'aviez pas. Lui, très sympathique, toujours souriant comme ça, parle pas beaucoup. Elle est comme ça.
Mais c'est des gens, tu sais, c'est tout ça le monde. Eux autres, ils ont passé leur vie, c'est comme des Romanichels, ils sont des jongleurs de feu, tu sais, des bâtons de feu, ils font des spectacles, ils ont passé leur vie à se promener à travers l'Europe, faire des spectacles, et un jour, ils ont décidé qu'ils en avaient assez, ils ont trouvé cette maison-là, là, puis ils se sont installés. Lui travaille, puis elle a décidé de faire un accueil Saint-Jacques, tant qu'à rester là. Fait que quand elle t'accueille, tu restes dehors, elle te regarde, elle te sert à boire, puis tout ça. Puis j'ai su par quelqu'un d'autre, c'est parce qu'elle regarde si tu vas pas te gratter les punaises de lit avant de rentrer chez vous. Puis, ce qui fait que, puis là, tu rentres, puis là, tu prends ton sac de même, pour pas punker mon escalier, mes murs. Dans la douche, tu te mets de même pour que ça coule en dehors. Tu prends ta douche face au rideau. Puis, elle est très tchou. Là, tu dis, elle, là, tu dis pas, moi, là, tu la contraries pas parce que je pense qu'elle serait capable de te mettre dehors. Mais je pense qu'avec la vie, quand tu fais une vie de même, de te promener à travers le monde puis que tu es une femme, je pense qu'il faut que tu aies du caractère, tu sais. Parce que ce qui fait, mais très, très accueillante quand même, puis tout ça, mais... Ce qui fait, on a jasé avec eux autres toute la soirée parce que c'est ça, c'est demi-pension. On est dans là, c'est comme la banlieue du genre 4-5 maisons, puis la ville est 2 kilomètres plus loin. Fait que c'est vraiment un coin de rue, il n'y a rien d'autre. Fait que pour aller là, tu prends la demi-pension. Alors, mais c'est ça. Mais les gens, on a rencontré quelqu'un qui, lui, était passé l'année d'avant, puis il était comme, ils sont sympathiques, tout ça, mais tu ne marches pas ses pieds. Alors, c'est justement lui. Alors, ça, c'est notre dernier soir. On est enfin avec du monde. Alors, Benoît, on l'a rencontré la veille, et elle, on l'a rencontré comme 2-3 heures avant, sur le chemin. Puis nous, c'est notre dernière. On est chez Maïté, à Saint-Bertrand-de-Comminges. Elle est la sacristine, ce qui fait qu'on est accueillis au presbytère, qui est le rez-de-chaussée, puis le curé vit au 2e étage. Fait qu'elle, elle fait un donativo. C'est quelqu'un qui se donne à 300%. Elle cuisine pendant... Tu sais, là, elle nous sert à souper, elle a pris du temps pour cuisiner, faire venir les légumes, faire venir telle autre chose. Tu sais, c'est pas genre je fais vite un repas pour vous autres. Pour elle, c'est vraiment important. Puis là, ça, c'était le déjeuner. Elle est spéciale aussi. Si vous voulez apprendre d'autres choses, c'est quelqu'un, elle est très religieuse, et en même temps, elle est guérisseuse, elle est un peu ésotérique. Puis elle parle de sa vie beaucoup, fait que c'est bien d'avoir... C'est une soirée enrichissante. C'est autre chose. Mais ça fait partie. Les places où c'est un peu plus difficile, Saint-Lizier, il y a 4 places. Puis là, il y en avait 3. Le jeune couple, lui, Benoît, qu'on a vu qui était là. Fait que moi, quand j'ai appelé, ça faisait 5. J'ai dit, on a des matelas, tu sais, on peut mettre un matelas à terre. Non, avec les assurances, c'est 4. Il n'y avait rien à faire. Ce chemin-là, beaucoup de villes-villages, quand il y a un office touristique, on peut les rejoindre aussi, l'office touristique. Et eux vont nous trouver, et eux, ils nous ont dit, juste 2 kilomètres avant Montjoie, il y a Roland, qui lui a 2-3 chambres, qui est un... y a-tu Donativo, lui? Non, je pense. Je ne sais pas, en tout cas. Non, mais il est dans les Halles Saint-Jacques, donc il est tarif des Halles Saint-Jacques. Puis il faisait des demi-pensions. Lui, c'est ici. Lui, il y a 2 maisons. Fait qu'il y a une maison qu'il louait, puis c'est tanné de la louer. Parce qu'il disait les gens ne font pas attention, puis il a décidé de faire à la place une Halle Saint-Jacques avec sa 2e maison. Question en Couserans, il y a 3 places. C'est petit, c'est beau, mais petit. Les 3 places étaient prises par ceux de la veille à Saint-Lizier. Donc là, on était vraiment trop. Il y a des hôtels, sinon on aurait peut-être pu continuer plus loin, mais là, on avait notre tente. On a campé là.
Mais c'était pour celle-là, ça, c'était la grâce, c'était pour vous montrer notre petite tente. C'est nos sacs à dos rentrent pas dedans. Là, on était chanceux. Vraiment, sur le chemin, des fois, on est chanceux parce que cette journée-là, ça me stressait un peu parce que là, je savais qu'on s'en allait camper. Puis j'avais regardé la météo, puis il annonçait 90% de pluie de 3 heures de l'après-midi à midi le lendemain. Puis là, j'étais comme, il faut qu'on campe cette journée-là. Tu sais, la journée qu'on campe, il annonce la pluie. Là, je me disais, c'est parce que dans notre tente, là, on met les 2 matelas. Puis elle se dort. Fait que là, je me voyais, il pleut à Sio. Tu as l'imperméable jusque-là, tout trempe. On va rentrer, on va enlever l'imperméable. Le sac à couchage va être tout mouillé. Tu sais, c'est comme... Là, j'essayais de patenter comment on va faire pour pas trop se mouiller, puis tout ça. Finalement, 7 heures, il pleuvait pas trop. On n'avait pas soupé, on est allé souper. On revient à 8 heures, il pleut pas. Je dis là, on se couche. On n'attend pas qu'il pleuve. Il n'y a plus... Hey, ça fait que j'étais contente. Là, j'ai dit, bon, moi, si on se lève, on met l'imperméable, on défait tout à la pluie. Le lendemain, il n'y a plus toute la nuit. Le lendemain matin, 6h30, je me réveille, j'entends rien. On se lève. Fait qu'on a décampé, puis oui, il a brumassé un petit peu après. Fait que finalement, on était... ça en est sorti. Là, ça a l'air en plein milieu du champ, mais... Juste ici au bord, là, c'était le camping, puis le gros camping saisonnier, avec tous les services, puis il y avait la buanderie, il y avait 10 lavabos couverts pour laver nos affaires, puis le reste, le monde, tout plein d'arbres. Puis il y avait un champ, puis là, ils ont dit, mets-toi dans le champ. Puis je voulais pas me mettre au bord, parce que je me disais, s'il pleut fort, on va avoir toute l'eau du camping sur nous autres. Puis là, ici, après ici, ça tombait la pente qui s'en allait dans la rivière. Fait que c'est pour ça qu'on s'est mis loin de même. Hein, il faut prévoir là. Ça nous est déjà arrivé, on est parti avec... ça, c'est une autre histoire. On est parti avec une vieille tente, puis là, ben, on l'a vraiment testé. Il y a plu, puis il y avait ça d'eau. Fait que là, je prévois vraiment des bonnes pentes. Alors, le chemin, juste en passant. La route des abbayes, qui était une très belle route, mais que je ne sais pas si elle va survivre autant. Parce que là, il faut aller acheter l'ancien livre, parce qu'elle n'est pas dans les nouveaux. J'ai fait tout plein de recherches, j'en ai pas trouvé nulle part de mise à jour ou d'autres livres que celui-là qui disait. Alors, le chemin des abbayes, il commence à Narbonne. On peut le commencer ici au bord de la mer à Gruissant, parce qu'il y a 16 km entre Narbonne et Gruissant. Moi, on ne l'a pas fait à pied parce que c'était sur le bord de la route, c'était passant, tout ça. On a pris l'autobus, coûte 1,5 €. On était à la plage. Daniel, c'était sa priorité numéro 1. Je me mets les pieds dans la Méditerranée. Fait qu'on est allé se baigner, on a repris l'autobus, puis on est parti notre chemin de Narbonne. Là, on est dans une région de montagne que je dirais, c'est à peu près Mont-Saint-Bruno, toutes collées une contre l'autre, sans arrêt, avec tout plein de sentiers, mais avec... C'est montagneux, il y a des villages ici et là, mais ils sont très éloignés. Les distances, souvent, c'était des 31 km. Ce qui fait que c'est pas très au niveau des commodités, de trouver facilement à loger puis tout ça. De Narbonne, on se rend, je pense, c'est 20 quelques kilomètres à Saint-André. Saint-André, le monsieur est décédé au tout début de la COVID. Et sa femme, elle a un enfant de notre âge, dans la cinquantaine. Ça fait que c'est pas quelqu'un qui est jeune. Sa femme, c'était son mari qui s'en occupait, qui travaillait très fort. Puis que lui, je crois que c'est lui qui balisait beaucoup les sentiers dans la région, puis tout ça. Et là, lui est décédé. Ce qui fait qu'elle, elle ne fait plus de gîte. Là, ça, c'était notre première expérience. Nous autres, on part de Narbonne. Première nuit, on arrive à Fontcromme. À Fontfroide, je veux dire, excusez. Puis là, on appelle pour loger, puis elle dit non, j'ai plus de gîte. Puis là, on fait comme OK, mais c'est parce qu'on
plein milieu de la montagne. Il n'y a plus de gîte. Là, une chance, on avait à tente. Là, on a dit, ben, on a notre tente. Pouvez-vous nous laisser juste un bout de terrain et un peu d'eau? Nous autres, on avait de quoi manger, on l'avait prévu. Fait que là, elle a dit, OK, venez-vous-en chez nous. Mais ce qui fait qu'il n'y a plus, la première journée, il n'y a plus de gîte. Par contre, il y aurait peut-être, j'ai cherché sur Internet, il y aurait peut-être un hôtel, mais ça serait assez dispendieux. C'est un chemin que moi, quelqu'un qui veut vraiment le faire parce qu'il est vraiment intéressant, avec quelqu'un qui a le goût de visiter différentes abbayes dans la région, très intéressant. On a vu beaucoup de monde faire du vélo, on a fait beaucoup de routes. Ce qui fait que c'est un chemin que quelqu'un qui veut le faire en vélo, ça serait intéressant. À ce moment-là, pourrait vraiment le faire. L'autre chose, c'est ça. Pourquoi on a fait beaucoup de routes, c'est que les chemins de montagne, à cause que c'est plein de chemins de randonnée, que c'est immense comme territoire de montagneux, et c'est des pins, et 300 jours par année, selon la méthode là-bas, il y a un grand vent qui est fort. Du pin, ça se propage très vite le feu. Alors, les surveillants de la région, c'est tous les étés, les chemins sont fermés, les chemins de randonnée dans la région. Et, ben, moi, je suis née dans les années 60, tout qu'on a dit, les lois, c'est pas pour nous autres. Nous, on est partis quand même de Narbonne, puis une couple de fois, on a vu des pancartes, chemin fermé, mais on s'est dit, bon. On a continué, c'était un chemin de campagne, puis après plus que 8 kilomètres, on est rendu à fin fond du chemin de campagne en haut de la montagne. Puis là, il y a une grosse barrière avec des chaînes. Puis là, c'est marqué défense fermée en raison d'incendie. Puis là, il nous restait 6 kilomètres à faire pour arriver à Fontfroide. Puis là, c'est comme l'option, on revient à Narbonne. Puis là, c'est comme, après, ben, là, je ne savais pas tous les autres chemins, comme de prendre le canal puis aller prendre le canal du Midi. Puis là, j'étais comme, ouais, ben, on vient à Narbonne, on n'est pas plus avancé, puis on va avoir fait 16 kilomètres. Là, je regarde, je vente pas, le ciel est bleu. Puis, regarde, il n'y a pas de fumée nulle part, 6 kilomètres, on a 1h30 à faire. Fait qu'on passe par-dessus la chaîne. Là, 10 minutes après, on rencontre un monsieur que lui, c'était le dernier cultivateur, puis qui était allé voir ses chèvres dans le champ, puis il nous a vus. Là, j'ai fait comme... Là, ben 15 minutes après, on a vu le camion des surveillants. Là, j'ai dit, oups, on est dans la marde. C'est ça. Mais là, ils sont arrivés, mais quand on est Québécois, on est gentils, Québécois. Fait que là, ben oui, mais il n'y a pas d'autre chemin, c'est mon guide, tu sais, où qu'on va passer, on ne peut pas marcher le bord de l'autoroute. Je t'en mets un peu. Là, il fait, ouais, c'est vrai, je ne peux pas même vous revirer de bord, c'est ça qu'il faut que je fasse. Fait que là, finalement, il dit, bon, il a ouvert la porte de la boîte de sa Jeep. Il dit, asseyez-vous sur la boîte, puis il nous a emmenés à Fontfroid. Mais 2 jours après, on a refait la même chose. Je disais, il ne faut pas qu'on se fasse pogner parce que là, c'est parce que là, on évitait un raccourci à peu près une vingtaine de kilomètres. Tu sais, c'est comme, tu peux pas faire 15 km, puis après ça, prendre la route, faire un détour de 20 km quand il y a un petit sentier à travers la montagne de 4 km. Fait qu'on l'a refait aussi. Puis là, après ça, c'est pour ça, là, après, on a fait, OK, non, c'est pas à la Blabla. Quand on est arrivé la 3e journée à la Grâce, on a demandé à quelqu'un, ça encore, tu sais, c'est ça d'être Québécois. Ils sont gentils, le monde avec nous autres. On a demandé à quelqu'un, est-ce qu'il y a un autobus qui passe ici pour aller à Carcassonne? Parce que là, on avait 31 km à faire en montagne pour se rendre à Carcassonne, et le sentier est fermé. Fait que là, on a dit, on ne peut pas se remettre là-dedans. Là. Fait déjà 2 fois, puis on s'est déjà fait prendre. Fait qu'on demande à la personne a dit, bah, moi, demain matin à 10 heures, je finis de travailler, je vais aller voir des amis à Carcassonne. Si vous voulez, je fais le livre. Puis là, ben, ils nous ont emmenés, puis là, on est reparti de Carcassonne. Fait que c'est un petit peu l'expérience de la route des abbayes, qui serait très belle à faire, mais en dehors de l'été, puis peut-être en vélo, ou bien quelqu'un qui aime ça, faire du bivouac, l'autonomie, puis tout ça, ça aussi, ça pourrait se faire. Alors, notre début du chemin d'abbaye, ben, c'est ça, c'est la mer. Plage de sable à des kilomètres de long.
pas beaucoup de monde, mais très beau. Ensuite, Fontfroide, première abbaye. Alors, je voulais vous montrer, ça c'est une photo Internet, j'ai pas de choix. Et c'est pour vous montrer, regardez, c'est toujours de la montagne et on passe pas ici, mais on est vraiment ici, puis c'est là, on sort pour aller au village qui est là, puis on revient. Ce qui fait que c'est du bois, c'est au milieu de nulle part, il n'y a pas grand route, pas grand village. Puis la route qu'il y a est très passante parce que c'est la route qu'il y a, puis elle est étroite. Fait que nous autres, on l'a marché souvent, puis quand on marchait, c'est face au trafic, puis chaque fois qu'il y a un auto, t'es comme ça sur le bord du fossé pour laisser passer les autos. Mais par contre, le monde faisait du vélo, les gens en auto faisaient attention puis évitaient, mais à pied, on se disait. Fait que c'était plus long de faire des kilomètres parce qu'on était tout le temps arrêtés pour laisser passer les autos. L'abbaye de Sainte-Marie d'Orbieu-de-la-Grâce. C'est le fun parce que quand on lit de l'histoire, là, il y a plein de choses. Elle a été fondée en 700 avec le butin qu'ils ont pris quand ils allaient piller puis ils allaient s'attaquer aux Sarrasins de l'autre bord de la frontière. Et ça s'appelait la Vallée Maigre, toute cette région-là, parce que, comme vous avez vu, c'est des montagnes, des forêts, il n'y avait pas grand-chose à cultiver, donc c'était pas riche. Mais l'abbaye est devenue tellement importante, puis tout ça, que ça a emmené de la richesse dans la région, et c'est pour ça que le nom a changé pour La Grâce, comme la région qui est riche. L'abbaye, on y a été. C'est une nouvelle communauté qui l'ont racheté en 2004 et qui ont beaucoup de subventions ici, là, des gens qui sont riches, qui donnent de l'argent. Ils sont tous en train de la reconstruire. Et c'est des chanoines qui sont là. C'est du monde extrêmement... C'est beaucoup de jeunes, du monde impliqué dans la communauté. On va les revoir à Lourdes, ils vont aller dans les soins palliatifs, ils rencontrent des jeunes, ils ont chacun des choses. Il y a un bel accueil. Moi, je suis pas très habillée, mais j'étais bien là. J'ai aimé l'accueil des chanoines qu'on avait, leur disponibilité, ils étaient présents. J'étais bien. J'avais le goût de passer même une autre journée. Ce qui est particulier là, si on veut, les hommes peuvent coucher à l'abbaye. Ils peuvent manger avec les chanoines. Ils peuvent... ils ont une cuisine aussi à part, alors tu peux te faire à manger. Moi, j'aurais pu manger avec Daniel à une cuisine qui est à part, mais je ne pouvais pas manger avec les chanoines. Puis les femmes, juste à côté, ils ont une place, une maison qui est pour les femmes, donc tout avec cuisine, tout ça. Ce qui fait que c'est aussi donativo à cet endroit-là. Nous, on a décidé de rester une autre journée parce que c'est une ville médiévale pour la visiter puis tout ça, puis prendre du temps. Fait que la deuxième journée, on était campés à la place. Daniel, il ne voulait pas. Bon. Puis je me suis dit, bon, est-ce qu'on va voir si tu vas continuer le chemin avec moi ou tu vas rester à l'abbaye? Et non, il n'est pas resté. Ensuite, ça ici, l'abbaye cistercienne des Sœurs. Moi, j'ai su par les gens de la région que les sœurs étaient vraiment accueillantes, qu'il fallait vraiment y aller. Mais comme je disais, là, on était dans des chemins fermés puis tout ça. Et là, il y avait 31 ou 34 kilomètres à faire pour s'y rendre. Je trouvais que c'était un peu loin. Et ensuite, Saint-Hilaire qui est plus près. Et Saint-Hilaire, lui, il n'est pas en montagne, il est situé dans une ville ou village qui est tout autour de Moyen-Âge aussi. Et il y a toute une histoire avec cette abbaye-là. Alors, c'est la route des abbayes. C'est vraiment quelqu'un qui voudrait le faire en vélo, là, ce serait vraiment moi. Je pense qu'on va peut-être le faire un jour si jamais on apporte nos vélos. Nouveau sujet, quelques petits conseils. C'est juste pour vous le dire, parce qu'on se les fait dire. Alors, ce petit chien-là, c'est un chien berger qui s'appelle un patou. Et les patous, la particularité, c'est qu'ils aiment les moutons et le berger, et tous les autres êtres vivants sont des prédateurs.
Alors, c'est pas un chien qu'on dit « Oh, le beau toutou », puis on va le flatter. Lui, ce qu'ils nous ont dit, et là, il y a des bandes dessinées dans le coin pour nous montrer un petit peu des choses, le gros bon sens. Le gros bon sens, c'est que tu ne vas pas le flatter, tu ne vas pas flatter ses moutons. Tu ne vas pas l'agacer, tu ne vas pas le menacer avec ton bâton, tu ne lances pas de roche, tu ne cours pas après le trou. Ce que nous autres, les gens de la place nous disaient, tu regardes à peu près son territoire, où est-ce qu'il va être, puis tu passes à côté. Tu ne vas pas courir non plus parce que tu vas l'exciter, le regarder de face, tout ça. Tu marches calmement, puis il va s'en aller. Un autre conseil aussi, tu t'arrêtes, tu regardes le berger, puis tu lui demandes, tu sais, qu'est-ce que je dois faire. Lui, il va rappeler son chien, puis tout ça. C'est juste une précaution, mais on se le fait dire dans la région pendant une couple de jours. Là. Regardez, ça, on en a vu un. Eux autres, ils s'en venaient de là-bas, là, puis ils sont en venus comme ça. Il y a un champ, puis on était sur la route. Mais là, tu ne dis pas « Ah, la belle église, puis je vais passer à travers le troupeau. » C'est gros bon sens. Ce qu'on fait en Espagne, souvent, on a des troupeaux qui passent à côté de nous autres avec le berger, puis tout ça, ils n'en ont pas de chien patou. Il n'y a pas de danger en Espagne. Fait que quand tu es habitué en Espagne de passer à côté des troupeaux de moutons, mais tu ne fais pas ça en Ariège, dans le sud de la France. L'autre petit avertissement qu'on se fait dire, c'est qu'il y a des biologistes qui ont eu la bonne idée de réintroduire les ours en Ariège dans les montagnes, parce qu'il y en avait avant. Mais les ours de ce pays-là se tenaient en haut des montagnes, dans les forêts. Là, ils ont introduit des ours de plaine. Fait qu'eux sont plus proches des chemins de randonnée. Mais ça aussi, c'est le gros bon sens. Ces ours-là, ils dorment le jour. Donc, on ne peut pas se poser de marcher la nuit. Ils ne vont pas dormir à côté des chemins de randonnée. Ils vont prendre une place plus loin. Donc, on ne marche pas la nuit dans la forêt en Ariège. Fait que si on reste sur le sentier, puis il y a eu comme 2 jours que là, on était plus dans le territoire, qu'il y en avait une trentaine. Le monde nous l'avait dit, ici, il y en a autour de 35. Ben, on faisait du bruit avec notre bâton en cas qu'il y en ait un qui soit levé dans la journée. Mais c'est pas, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a personne qui s'est jamais fait blesser, mais il ne faut pas courir après le trouble en s'éloignant soit de la route ou des sentiers. Alors, après tout ce que je vous ai dit, les raisons pour faire le chemin, ce chemin-là, c'est qu'on est au bord des Pyrénées, on est en région rurale, on est dans le sud de la France. C'est tellement beau. C'est beau, c'est les villages, à part les grosses villes peut-être comme Narbonne, puis un peu Carcassonne, ou est-ce plus loin que la cité médiévale. Tous les autres villages, il n'y a pas eu de nouvelle construction depuis à peu près bien longtemps. Parce que quand est arrivée toute la technologie, tout ça, les gens ont quitté les villages pour s'en aller vers les villes. Ce qui fait qu'on est tout le temps dans des vieilles maisons, on est vraiment à époque. Fait que ça, moi, j'adore ça. L'autre chose, il n'y avait pas avant, moi, je me souviens les premières années, 2015-2016, qu'on faisait des chemins de randonnée. T'arrivais en campagne, il n'y avait pas l'Internet. Ce qui fait qu'il y avait de la difficulté aussi de vendre leur maison à des jeunes familles quand tu n'as pas l'Internet. Mais maintenant, avec la fibre, ils ont eu l'Internet. Et avec le COVID, ça a fait comme ici. Les gens ont racheté tout ce qui était abandonné. Fait que là, on passe pas dans... Et ils ont rénové. Fait que là, on passe dans des vieux villages et on voit pas beaucoup de vieilles maisons en ruine. On voit pas beaucoup de pancartes non plus à vendre. Puis les gens, c'est ça qu'ils nous disent, il n'y a plus de maisons à vendre, ça s'est beaucoup vendu. Fait que c'est le fun, les villages revivent, mais restent pittoresques. C'est un chemin peu fréquenté, fait que les gens qui aiment ça marcher sans avoir un chemin touristique, service tout inclus, c'est une place. Et c'est ça, on n'a pas croisé beaucoup de monde, on a croisé, comme je vous ai dit tantôt, une fois on était 4 autres, puis après ça, la dernière journée 2. Les gens, comme il y a quand même des gens qui passent presque à tous les jours, 1 ou 2 personnes, mais pas une foule.
Fait qu'on a, les gens de l'endroit sont très, très accueillants. On a des besoins, ils vont nous répondre. On va se faire vite. C'est ça, comme je disais, il y a beaucoup de donativos. Il y a plusieurs presbytères qui sont des gîtes. Alors, et c'est une région qui est riche en histoire. Fait que ceux qui aiment beaucoup l'histoire comme moi, ben c'est le fun. Il y a aussi plusieurs régions, dont la région qu'on appelle Qatar, qui a laissé des traces, qui est encore là, qu'on voit plusieurs choses. Ben, moi, c'était pour ça que je voulais y aller, à cause de l'histoire de la religion, l'histoire de cette région-là. Alors, pour les paysages, ben, je vais vous en mettre quelques photos. Alors, ça, c'est à Pamiers, la rivière, à Fangeau, pas après Carcassonne. Là, on est plus plat dans cette région-là. On approche les Pyrénées qu'on voit dans le fond. Là, je vous l'ai remis celle-là pour remonter. Tu sais, on est encore des moutons, mais on n'a pas eu de problème. Là, on a passé ici, mais on n'a pas passé à travers le troupeau. C'est pour couper. C'est sûr qu'il y a de la forêt. On a souvent des fois, tu sais, on est sur GA 78, fait que lui, il nous fait passer par la forêt. Nous, on l'a des fois évité, parce que quand il faisait 38, puis que là, on avait 25 km à faire par la forêt, puis 18 par le chemin. On se disait, bon, en après-midi, on va faire un peu de chemin, se couper. Parce que le chemin, il va passer autour, comme ça, des montagnes, tandis que le GR, lui, il nous fait monter en montagne, pour qu'on ait une vue, puis redescendre. Fait que c'est plus de kilomètres, plus de montée-descente. Fait que c'est un choix que vous pouvez faire aussi. Et puis, ça, on approche à Montaigu. Alors ça, et après Montaigu, là, on est vraiment... Ça, là, on est dans l'Ariège, dans le fond de l'Ariège. Alors là, on voit les Pyrénées. Et puis, regardez, c'est ça les villages. C'est... et là, on est dans les Pyrénées, le bas des Pyrénées. Alors, tu sais, c'est magnifique, là. Tu vois ça, là, tu t'arrêtes, tu regardes l'ancien moulin, toutes les sections, et c'est encore habité, là. Et ça, là, c'est ça. Vraiment, on traverse ces montagnes-là avec le GR. Ça, c'est le col d'Aspet. Je ne sais pas si je prononce bien. Alors, il y a beaucoup d'histoires. Évidemment, on est dans une région où est-ce que s'il y en a qui s'intéressent à la préhistoire, il y a plusieurs endroits qu'on peut aller visiter, puis faire quelques détours des fois. Il y a une place... Ah, ok, c'est parce qu'il n'est plus signé. Je pense que c'est la grotte. Si vous allez... vous pouvez aller sur Internet puis regarder les sites de préhistoire dans la région de Occitanie, puis ils vont tous vous sortir la liste. Il y en a une... Ah, c'est ça, c'est ici. La grotte de Nio, il y a ces dessins-là préhistoriques. Elle, quand on est à Pamiers, comme je vous disais, Pamiers, il y a soit un train ou un autobus, mais SNCF, là, on le trouve, et on peut descendre à 23 km à Foix. Et là, à Foix, on a un château Qatar en haut de la montagne, très beau à visiter, et 22 km plus loin, on a Pamiers. Fait que quelqu'un qui a du temps, qui dit, ben moi, je vais me prendre une journée, puis je vais faire du tourisme, on peut faire ça, puis aller visiter la grotte de Nio, qui est une grotte préhistorique. Intéressant. Sinon, on continue, et sur notre chemin au Mas d'Asile, il y a une grotte là où il y a eu 2 civilisations préhistoriques qui ont vécu. Et on peut visiter la grotte, que ça dure la visite environ 1 heure, 1 heure et demie. Il y a encore des recherches archéologiques qui sont faites à cet endroit-là. Donc, la grotte, j'ai pas de photos intérieures, il n'y en a pas sur Internet parce que c'est défense de photos.
Alors, ça, c'est la rivière qui a creusé. Et là, maintenant, la rue même, elle passe à travers la montagne. Et c'est haut, c'est impressionnant. Et voici, ça c'est l'entrée. Alors, ils ont fait ça, une petite maison là, comme entrée. Et ici, on commence la visite guidée. Et il y a une des salles qui est dans cette grotte-là qui est beaucoup plus grande que ça. Et après, il y a d'autres sentiers, il y a d'autres salles. Et il y a un guide qui nous explique toutes les recherches archéologiques, l'histoire des recherches archéologiques à cette époque-là, et les deux civilisations qui avaient deux coutumes et qui n'habitaient pas la grotte aux mêmes endroits. Alors ça, c'en est une. Nous, au Messe d'Asile, on a couché là, ce qui fait que dans l'après-midi, on a été visiter la grotte. Sinon, il y a une autre chose ici. Alors, moi, ici, c'est la montagne. Et il y avait une entrée que là, on a fabriqué la porte de l'église, mais quand on rentre, là, c'est vraiment ça. Pour entrer dans l'église, on passe dans l'ouverture d'une ancienne grotte. Et après, ils ont construit leur église par-dessus. Fait que là, après, tu remontes des escaliers. Ça, c'est sur le chemin. C'est à Vals. Nous, on a couché à Vals, fait qu'on a eu le temps d'aller visiter l'église. Un peu plus loin, il y a les grottes de Gargasse, que je pense qu'on passe à quelques centaines de mètres de là. Ça, les grottes suivantes, il y en a deux autres que je vais vous montrer après. Ces trois-là, c'est vraiment, il faut réserver. Moi, j'ai vu des vidéos, les personnes, ils disaient, appelez quelques jours en avance, parce que c'est très touristique et il y a un certain nombre de personnes qui peuvent visiter ces grottes-là. Vous dites que vous êtes pèlerin, puis on va s'arranger que vous puissiez venir les visiter la journée que vous allez passer là. Alors, les grottes de Gargasse, elles, qu'est-ce qu'elles ont de spécifique? C'est que les hommes préhistoriques ont fait beaucoup de peintures de main avec des doigts qui étaient pliés, puis tout ça. Ils n'ont aucune idée des symboles, pourquoi tel doigt plié, pourquoi il y en a quatre, tout ça. Alors, mais il y a beaucoup de dessins, elles sont spéciales, elles sont très belles à se promener à travers. Nous, on ne s'est pas rendu jusque-là. D'autres grottes, la grotte de la Bastide, elle n'a pas été, je pense pas qu'elle ait été habitée par des hommes, peut-être qu'elle l'a, mais il n'y a pas de traces. Mais c'est une autre belle grotte à visiter, elle est juste à 20 mètres, qui disait, du chemin. Donc, ça peut être vous pouvez vous arrêter en chemin pour la visiter, ceux qui aiment ça. Et le gouffre d'Esparos aussi est direct sur le chemin. C'est que c'est des endroits, quand on sait, ben, on réserve d'avance pour pouvoir voir, tant qu'à faire le chemin. Le chemin, on peut le faire aussi parce que il est aussi l'époque romaine qui qu'il y a des ruines romaines un peu partout. Alors, à Narbonne, nous, on a été à l'Auréum. L'Auréum, c'est ça, c'est 5 mètres sous la ville. C'est des grandes galeries comme ça, et dans chaque galerie, de côté, il y a des petites pièces. Et ça, dans une, ils montraient les amphores qu'ils ont trouvés. Alors, c'était sous le marché de la cité de Rome. Narbonne, c'était la capitale pour les Romains dans la région, parce qu'elle était sur le chemin qui mène à partir en longeant la Méditerranée, qui pouvait mener, qui descendait vers l'Espagne. Alors, c'était sur la route pour les Romains. Alors, il y avait un immense marché en haut, et en bas, on avait ces galeries-là qui ont servi très longtemps pour les gens de la place comme garde-manger aussi. C'était plus frais, l'humidité est bonne. Tellement que maintenant, elle est encore, à un moment donné, elle a été abandonnée, ça a été redécouvert. Et maintenant, il y a un vignoble qui fait le Narbeau 118 qui utilise ces caves-là pour faire vieillir son vin. Fait que c'est le fun de visiter ça. Il y a d'autres petites choses. Il y a un musée romain aussi dans Narbonne qu'on peut aller voir.
Saint-Bertrand-de-Comminges, ça c'est Saint-Bertrand-de-Comminges, qui est une cité médiévale, mais dans la basse ville, qui était une immense cité romaine. Il y a aussi un musée à visiter, puis les ruines romaines ici. Ça, c'est des exemples. Béziers, qui est, quand on part de Montpellier, Béziers, on descend, on s'en va vers Carcassonne. Ça ici, le pont, ça vient, les piliers ici, ça vient des Romains. Et c'est une rivière, c'est l'Aude, qui a, je pense que c'est l'Aude si je ne me trompe pas, qui a beaucoup de courants, fort courant, et ça date des Romains, ça n'a jamais été retravaillé. Le reste du pont date d'une époque plus tard. Et ça aussi, ben là, Béziers est encore une cité médiévale qui est ici. Le catharisme, les cathars. Bon, le mot, bon, j'ai pas fait de doctorat sur l'époque cathare, là, mais j'en sais un petit peu parce que ça m'intéresse, mais ce que je vais vous dire, peut-être je vais avoir des erreurs. Et aussi, ce qu'il y a de particulier les cathars, c'est qu'il y a eu un peu d'écrits qui ont brûlé et le reste, il n'y a pas eu beaucoup d'écrits. C'est des gens, une religion qui n'ont pas fait qui construisaient pas des églises, tout ça. Alors, on a peu d'informations qui restent. Fait qu'il y a beaucoup d'informations. Si tu lis à une place, tu vas lire telle information, mais là, tu lis à une autre place, puis ça va être presque le contraire qu'ils vont te dire, ou d'informations différentes. Ce qui fait que le catharisme s'est développé dans les années 1000, mais surtout 1100. Il vient beaucoup de l'Orient, Bulgarie, mêlé à différentes religions. C'est que les gens, à l'époque, ne savaient pas lire, donc ils ne pouvaient pas lire les évangiles, fait qu'ils devaient croire ce que le clergé leur disait. Et puis là, il y a des gens qui ont commencé à lire, puis là, en lisant les évangiles, ils sont attachés surtout à l'évangile de Saint-Jean. Ils disaient, mais la religion catholique, c'est pas du tout ça. En plus, la religion catholique, les messes étaient en latin, le monde ne parlait pas latin. Et là, quand les gens ont commencé à enseigner la religion cathare, ben là, ils l'enseignaient dans la langue des gens du peuple qui la comprenaient, puis en plus, on leur parlait l'évangile Saint-Jean. Fait qu'il a commencé à avoir beaucoup un mouvement les gens se sont éloignés du catholicisme vers la religion cathare. Je dis la religion cathare, ça c'est un terme qui est arrivé en 1900, c'est plus facile, mais à cette époque-là, on les appelait les Albigeois parce qu'il y avait beaucoup de ces gens-là près d'Albi, où on les appelait les bons chrétiens. C'est une religion qui disait beaucoup de duo, c'est-à-dire que tout ce qui est plus spirituel, invisible, puis tout ça est écrit par Dieu, vient de Dieu, et le matériel, c'est l'œuvre de Satan, donc la terre, c'est l'enfer. Comme je vous disais, ils suivaient l'Évangile. Eux autres, ils sont penchés sur comment vivaient les premiers chrétiens, puis l'Évangile de Saint-Jean, qu'est-ce qu'il expliquait. Donc, ils étaient très sur l'amour, la non-violence. J'ai marqué qu'ils étaient végétariens, parce que ça, c'est vrai, ils étaient végétariens, mais là, on utilise beaucoup dans le sud de la France, beaucoup le mot cathare, puis tout ça. Alors, vous allez voir des restaurants cathare où on vous vend du cassoulet au porc, poulet et tout. Alors que les cathares étaient végétariens. Ben, c'est ça, mais on veut ramener du tourisme dans le sud de la France. C'est des gens qui ne se défendaient pas, ce qui fait que les chevaliers cathares, c'était pas du monde c'était du monde qui soutenait, puis pour toutes sortes de raisons politiques, mais un vrai cathare ne se bat pas. Fait que les chevaliers, c'est ceux qui voulaient les protéger, puis tout ça, mais c'était encore des catholiques, des seigneurs plutôt, mais qui les protégeaient, qui soutenaient le mouvement pour toutes sortes de raisons politiques. La même chose, c'est qu'ils ne s'impliquent pas dans la religion, dans la politique, parce que la politique corrompt, c'est le pouvoir, c'est pas nécessairement l'amour puis tout ça. Alors, plus que le monde apprenait sur la religion, puisqu'il se rendait compte que les catholiques, à cette époque-là, moi je ne parlais pas de toutes les époques, je parlais de cette époque-là, mais à cette époque-là, la religion catholique, c'était une religion qui était rendue très loin de l'enseignement de base, mêlée à la politique, corrompue,
avec les croisades, puis contre tout le monde, qu'on pille, puis tout, on était loin. Ça faisait pas l'affaire du pape, parce que un seigneur qui est catholique, le pape a le contrôle sur lui, peut décider de t'enlever puis d'en remettre un autre, a le contrôle sur sa seigneurie, a ses impôts. Alors, si un seigneur, à un moment donné, devenait cathare, ben, la religion catholique a plus contrôle de sa région. Et là, les seigneurs commençaient à devenir de plus en plus impliqués dans ce nouveau mouvement-là. Alors, on a commencé à faire, sous Innocent III, une croisade. Ouais, c'est ça. C'était juste une époque marquée qui n'a pas duré très longtemps, un siècle et demi dans cette région-là par rapport à le 2000, 3000 ans à la région, mais qui a quand même marqué, puis qu'aujourd'hui, ça restait dans leur culture par rapport aux gens. Il y en a qui vont dire c'est le passé, mais il y en a d'autres qui s'y accrochent un peu, du genre, parce que cette religion-là enseignait que aussi, genre, chaque être humain a le droit de penser, a le droit à la liberté, pas être sous le contrôle d'un prêtre qui dit quoi faire. Ça, à Fangeau, on passe là. Alors, il y a eu Dominique, qui était un frère, mais je ne sais plus de quelle congrégation. Hein? Oui, bien, lui a créé le dominicain, les choses, qui lui voulait passivement parler aux gens qui étaient rendus bons chrétiens pour les ramener à la religion catholique. Après ça, son ordre va être fondé. Et ce qui est bizarre, c'est que lui voulait une approche pacifique. Et ça va être les dominicains qui, 30 ans plus tard, vont faire l'Inquisition, vont persécuter, vont torturer, vont brûler les gens qui sont bons chrétiens. Alors que lui voulait être pacifique, celui qui était à la tête. Ça, à Fangeau, dans l'église, vous allez retrouver cette poutre-là qu'ils ont gardée. Parce que là, il y a une légende, puis c'est là que on a la version catholique de cette légende-là. C'est que là, Dominique affrontait celui qui était le plus haut placé de bons chrétiens en disant, là, ils ont écrit chacun, c'est qui a raison, tout ça, puis personne ne devenait un accord. Fait que là, ils ont dit, on y va par l'affaire du feu, donc on met toute notre écriture dedans, puis celle qui ne brûlera pas, ça va être celle que Dieu va décider que c'est la bonne. Et celle des cathares l'a complètement brûlée, alors que celle de Dominique, par 3 fois, ils l'ont mis dans le feu, puis elle s'est élevée, puis elle est allée sur la poutre. Alors là, ils ont dit, c'est la religion catholique que Dieu a choisie. Est-ce qu'on avait mis du plomb dans les écrits cathares pour qu'ils restent dans le feu? Et là, quand il y a eu la Révolution française, qu'on s'est mis à tout brûler, piller, puis tout ça, il y a un curé qui a réussi à récupérer la poutre sur laquelle a été les documents par 3 fois et qui l'a installée contre le mur de l'église pour la conserver. Et cette année, il rénovait tout. Nous autres, on est rentrés, puis 2 jours après, il fermait l'église pour la rénover parce qu'elle est infestée de moisissures incroyables. Il faut tout qu'ils défassent les murs, qu'ils la refassent. Alors, c'est ça, oui, suite à ça, c'est pour ça qu'il est après, est arrivée la première chose. Alors, je l'ai mis, parce que si vous partez de Montpellier, vous allez à la ville de Béziers. La ville de Béziers, c'est là qu'a commencé les croisades contre les cathares. Et la ville comptait environ 14 000 habitants. Dedans, il y avait environ 200 personnes qui étaient rendues bons chrétiens. Et on a demandé au Seigneur de livrer les 200 personnes. Et ils ont dit non, on les garde dans la ville, on les protège. Étaient assiégés, ils ont rentré. Je ne vous conterai pas toute l'histoire parce que ça non plus, c'est pas certain.
Et là, ils ont dit, OK, comment on va savoir c'est qui les 200 personnes? Ils ont dit, tuez tout le monde, puis Dieu il saura c'est qui les 200. Alors, on a massacré au moins la moitié de la population de la ville. Le massacre a surtout a lieu dans l'église Sainte-Marie-Madeleine, le 22 juillet, qui est la fête de Sainte-Marie-Madeleine. Et là, c'était rempli de gens de la ville qui sont catholiques, qui sont rentrés les chevaliers et ont massacré du monde, dont le curé. Et après ça, ils ont mis un feu. Et le feu était tellement fort que l'église, elle a explosé. Et elle a été reconstruite après. Ah, mais c'est ça l'histoire. Et après ça, Carcassonne est tombée. Avec le château, c'était Trincavel qui était là. C'est son château. Et puis après la chute, Carcassonne a perdu. Les gens sont mis à construire en dehors de la ville. Et toute la ville, ici, on utilisait les pierres pour les remparts, puis tout ça pour bâtir la nouvelle ville. Puis c'est en 1800 qu'il y a quelqu'un qui a décidé qui reconstruisait toute la ville en retrouvant des anciens documents et qui a rebâti Carcassonne. C'est pour ça qu'on voit Carcassonne, mais elle n'a pas résisté au temps comme ça. Une autre ville médiévale, à époque médiévale, alors Mirepoix. Alors son centre-ville, c'est intéressant, parce que c'est tout comme autrefois, là, et il y a des boutiques, restaurants tout autour avec. Un autre exemple de ville médiévale, Carcassonne, l'intérieur de la ville, ils ont rebâti. Et moi, je trouve que ça fait très médiéval. Je me dis, dans ces anciennes villes-là, fortifiées, tu avais tous les commerçants, les vendeurs, puis tout ça. Aujourd'hui, tu as tous les commerçants de bébelles pour enfants, de vendeurs de cochonneries qui sont là pour rattraper touristes. Mais juste de visiter quand même de tout, il y a 3 km ou 3,8 km de remparts tout autour. On peut faire la visite aussi du château, de l'abbaye, de la cathédrale, si je ne suis pas allée. Saint-Lizier, qui est une ville médiévale qui aurait une cathédrale puis une coloniale ici, avec des très belles rues. Il y a beaucoup de choses à voir à Saint-Lizier. Saint-Bertrand-de-Comminges, ça aussi. C'est des exemples de villes médiévales. Mais tout partout, il y a tout le temps quand même un petit côté. Mais il y a des villes qui ont plus conservé de maisons puis de rues. Au niveau de la religion, on passe par Lourdes. Moi, je ne suis pas allée, c'est ça, comme je l'ai dit cette année, on s'est arrêté juste avant, qui est un grand site de pèlerinage. Justement, avant, Saint-Bertrand-de-Comminges est aussi un site de pèlerinage à cause de, je ne sais plus quel saint. Puis, je suis pas sûre. Ouais, mais ça, c'était l'évêque de là que c'est là, mais je suis pas sûre que c'est lui, mais probablement, oui. Mais c'est parce que là, je ne veux pas dire oui, c'est ça, mais je suis pas certaine. Puis, alors, il y a beaucoup de monde qui vont faire du pèlerinage là et qui vont à Lourdes. Les deux. Alors, Lourdes, il paraît que c'est full là, touristique, de monde. Et, alors, on achève déjà, Caroline, je parlais vite. Puis là, on arrive plus, on sort du Moyen-Âge, la guerre 39-45. Quand on passe à Montaigu-Plantaurel, j'ai trouvé ça intéressant. La Croix-Rouge en Suisse avait réussi à sauver beaucoup d'enfants juifs quand la guerre a éclaté. Et là, ils avaient peur. Il fallait les protéger. Et ils ont réussi à les envoyer dans le fin fond de l'Ariège, des montagnes. Ils se sont dit, écoute, les Allemands ne verront pas là. Et ces enfants-là ont été hébergés ici, dans ce château-là. Et là, maintenant, le château est un musée. Mais il y a juste quelques heures d'ouverture par semaine. Je pense que c'est ouvert 2 jours par semaine, puis juste quelques heures en après-midi. Et il y avait plus qu'une centaine d'enfants.
À un moment donné, même les Allemands ont réussi à en trouver, ils ont pris les plus vieux, mais là, il y a quelqu'un qui est intervenu de la Suisse et qui a réussi à les faire libérer puis les ramener là. Finalement, je pense que c'est 100 enfants en tout qui ont été sauvés sur à peu près 120. Puis qui ont été pendant 6 ans de temps protégés dans cette région-là par les habitants de la région. Puis ça, c'est bien, moi, je trouvais, parce que, tu sais, dans le temps, il y avait les Allemands, là, ils faisaient des pressions pour qu'on dénonce les Juifs qui étaient sur leur territoire, et les gens de la place, ils ont quand même pas dénoncé, puis ils les ont protégés. Alors, c'est une autre chose sur la journée. Et voici, ben là, quelques-unes des photos maintenant vers la fin du chemin, s'en allant vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, fait que là, on est vraiment dans les Pyrénées, le dernier bout du chemin. Et voici. Dernière photo.